Veux-tu changer ta vie? Commence par arrêter de croire à tes propres excuses, parce que la vérité, même si elle fait mal, est simple. Si tu n'as pas de discipline, tu n'as pas de contrôle. Et si tu n'as pas de contrôle, quelqu'un d'autre l'a pour toi. Tes impulsions, tes émotions, la paresse, la peur, les opinions des autres, tous te manipulent comme une marionnette. Et le pire, c'est que tu ne t'en rends même pas compte. On nous a vendu l'idée que la discipline est une punition, une routine robotique, une prison pour ceux qui ne savent pas profiter de la vie. Mensonge. La véritable autodiscipline n'est pas une cellule, c'est une épée. Et celui qui la manie cesse de vivre en réaction et commence à vivre avec direction. Mais je ne vais pas te mentir, il ne s'agit pas de motivation. Ce n'est pas un beau discours avec de la musique épique en arrière-plan. La vraie discipline n'a pas d'applaudissements, pas de likes, pas de témoins. Il n'y a que toi, à 5 heures du matin, somnolent, affamé, plein de doutes. Et pourtant tu décides de ne pas te laisser tomber. C'est du pouvoir, c'est du respect, c'est de l'identité. Cette vidéo n'est pas faite pour que tu l'écoutes et dises « comme c'est beau ». Elle est faite pour te déranger, pour te défier, pour te sortir une fois pour toutes de cette version faible et manipulable de toi-même. Parce qu'il y a une autre version en toi, une plus ferme, une qui ne négocie pas avec l'auto-sabotage. Et cette version se construit avec la discipline, pas avec la force brute, mais avec la clarté, avec la décision, avec un but. Nous allons parler de 8 façons de vivre avec discipline, non pas par mode ou par obligation, mais parce que tu as compris que sans elle, il n'y a tout simplement pas de liberté. Nous allons parler de philosophie stoïcienne, de psychologie du comportement, de comment reprogrammer ton esprit, mais surtout, nous allons te parler à toi, directement, sans filtre, comme tu en as besoin. Es-tu prêt à te regarder sans mensonge? Alors allons-y. 1. Brise le miroir des mensonges. L'ennemi le plus dangereux n'est pas celui qui te crie au visage, c'est celui qui te parle de l'intérieur avec une voix douce. Cette voix qui te dit qu'il ne se passe rien si aujourd'hui tu ne fais pas ce que tu t'es promis, que tu peux le faire demain, que tu n'as pas envie, que c'est normal d'échouer, que tu es fatigué, que personne ne le remarquera. Cette voix n'est pas ton ami. C'est un mensonge enveloppé de confort. La plupart des gens échouent non pas par manque de capacité, mais par le nombre d'excuses qu'ils acceptent comme vérité. Ils se regardent dans un miroir sale, déformé par de fausses croyances, par des peurs non remises en question, par des justifications qui se répètent comme des mantras. Je ne suis pas discipliné, j'abandonne toujours, je n'ai jamais pu changer. Et tu sais ce qui se passe. Si tu répètes un mensonge assez longtemps, il devient ton identité. Depuis la philosophie stoïcienne, Épictète disait que ce ne sont pas les choses qui nous affectent, mais l'interprétation que nous en faisons. Cela inclut l'interprétation que nous faisons de nous-mêmes. Si tu vois ton reflet comme quelqu'un de faible, d'inconstant ou de médiocre, tu vas agir à partir de cette idée. Tu vas confirmer cette histoire encore et encore. Et le plus tragique, c'est que tu vas croire que c'est ce que tu es. Mais tu ne l'es pas. Ce qui t'arrête n'est pas ton manque de discipline, c'est l'histoire que tu te racontes pour justifier ton manque d'action. Briser le miroir des mensonges n'est pas un acte magique, c'est une pratique quotidienne. C'est te regarder avec une brutalité honnête. C'est te demander sans détour quelle partie de ce que je me dis est une excuse bien déguisée, quelle vérité inconfortable j'évite, quelle version de moi je laisse prendre le contrôle. Ici entre en jeu la psychologie du comportement. Ce que tu renforces devient plus fort. Chaque fois que tu te permets de céder à un mensonge interne, tu renforces l'habitude de l'auto-justification. Mais chaque fois que tu le confrontes et agis malgré lui, tu entraînes ton esprit à obéir à ton but, pas à tes impulsions. Un exercice simple mais puissant est d'écrire tes excuses. Toutes, sans filtre. Et puis, les réfuter avec des faits. Si tu écris « Je ne termine jamais ce que je commence », cherche des preuves de quand tu l'as fait. Si tu dis « Je n'ai pas de volonté », rappelle-toi des moments où tu en avais. Ton esprit a besoin de preuves pour construire un nouveau récit.
Et si tu ne les as pas, alors commence à les créer maintenant. Le stoïcisme parle aussi de l'importance de vivre selon la nature rationnelle. Et qu'est-ce que cela signifie? Que tu as la capacité d'observer tes pensées et de décider lesquelles méritent ton attention. Tout ce que tu penses n'est pas vrai. Toute émotion ne mérite pas d'être obéie. Toute impulsion n'est pas un ordre. Briser le miroir des mensonges, c'est choisir de voir ton reflet sans filtre, sans ornement, sans excuse. C'est te mettre mal à l'aise. C'est arrêter de te traiter avec pitié et commencer à te traiter avec respect. Parce que si tu ne te prends pas au sérieux, personne d'autre ne le fera. L'autodiscipline commence là, dans ce moment cru où tu te rends compte que tu as vécu sous une version déformée de toi-même. Et tu décides de la briser, pas avec haine, pas avec culpabilité, mais avec clarté. La prochaine fois que tu t'entends dire « je ne peux pas », arrête-toi. Regarde cette pensée pour ce qu'elle est, un mensonge confortable. Et souviens-toi de ceci, tu n'es pas ce que tu penses, tu es ce que tu choisis de faire. 2. Fais de la discipline un acte d'amour-propre. Quand tu penses à la discipline, quelle image te vient à l'esprit? Une routine rigide? Une liste de tâches qui te mettent la pression? Un entraînement dur? La plupart des gens l'associent à la souffrance, au sacrifice, à la rigidité. Mais c'est une vision superficielle. La vraie discipline ne naît pas de la punition, mais de l'amour-propre. Et oui, ça semble étrange de le dire, parce que nous avons l'habitude de voir l'amour-propre comme quelque chose de doux, comme un bain relaxant ou un après-midi libre. Mais le véritable amour-propre ne se sent pas toujours bien. Parfois ça fait mal, parfois ça exige, parfois ça confronte. Parce qu'il s'agit de prendre soin de toi, pas de te dorloter. Et prendre soin de toi implique de faire ce dont tu as besoin, pas ce que tu veux à ce moment-là. La discipline, c'est justement ça. La capacité de prioriser ton bien-être réel au-dessus de ton confort momentané. C'est choisir ce qui te construit, même si c'est difficile, plutôt que ce qui te détruit lentement sous le déguisement du plaisir immédiat. Depuis le stoïcisme, Marc Aurèle disait « Demande-toi à chaque instant, est-ce que c'est ce qu'une personne qui se respecte ferait ?» C'est une question brutale, parce qu'elle te force à regarder tes actions sous un autre angle. Il ne s'agit plus seulement de volonté, il s'agit d'identité, il s'agit de dignité. Te respectes-tu assez pour tenir tes paroles? Te valorises-tu assez pour ne pas te trahir quand personne ne te regarde? C'est la racine d'une discipline ferme. Tu ne le fais pas parce que quelqu'un d'autre te l'oblige. Tu le fais parce que tu sais que tu le mérites. Parce que tu comprends que chaque action construit ou détruit la relation que tu as avec toi-même. La psychologie du comportement le confirme. Les personnes qui parviennent à maintenir des habitudes à long terme ne sont pas les plus motivées. Ce sont celles qui ont lié leurs actions à leur identité. Elles ne disent pas « je dois faire de l'exercice ». Elles disent « je suis quelqu'un qui prend soin de son corps ». Elles ne disent pas « je dois travailler ». Elles disent « je suis responsable de ce que je veux accomplir ». Ce changement de perspective change tout. Fais de la discipline un reflet de qui tu es, pas seulement de ce que tu fais. Parce que lorsque tes habitudes sont alignées avec ton identité, tu n'as plus besoin de tant de force pour les maintenir. Elles deviennent une partie de toi. Et au lieu de te battre avec toi-même chaque jour, tu agis simplement en cohérence. Et comment construit-on cette identité? Avec de petites décisions répétées. Chaque fois que tu choisis de te lever à l'heure, de manger ce qu'il faut, de terminer ce que tu as commencé, tu te dis à toi-même « je me soucie assez de moi pour ne pas me laisser tomber ». Ce message, répété jour après jour, devient de l'estime de soi réelle. Pas cette estime de soi gonflée de phrases vides, mais celle qui naît de l'action cohérente. L'amour-propre n'est pas de l'indulgence, c'est de l'exigence avec sens. C'est avoir un standard pour toi-même, non pas pour impressionner les autres, mais parce que tu sais que tu peux faire plus. Parce que tu refuses d'être une version médiocre de toi-même. Et oui, il y aura des jours où tu n'auras pas envie, des jours où le monde te poussera à t'arrêter. Mais si tu te traites avec respect, tu continueras. Non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est nécessaire. Fais de la discipline un acte d'amour, pas de celui qui se sent bien,
mais de celui qui te rend plus fort. Parce qu'à la fin de la journée, la seule relation que tu as garantie pour la vie est celle que tu as avec toi-même. Et cette relation se construit ou se détruit, une décision à la fois. 3. L'action commande, pas tes émotions. Si tu attends de te sentir bien pour agir, tu vas perdre. Pas une fois, toujours, parce que les émotions sont volatiles. Elles montent et descendent, elles viennent et partent. Et si ta discipline dépend de comment tu te sens, alors tu n'as pas de discipline. Tu as un état d'esprit avec un calendrier. Tu veux un vrai changement. Apprends à te méfier de tes émotions quand elles s'interposent entre toi et ce que tu as dit que tu allais faire. Il ne s'agit pas de les ignorer, il s'agit de ne pas les laisser te dominer. Le stoïcisme a été clair sur ce point. Sénèque a écrit que celui qui est esclave de ses émotions est incapable de se gouverner. Et te gouverner est justement ce dont tu as besoin si tu veux une vie avec une direction. Parce que le chemin ne sera pas toujours accompagné de motivation, d'inspiration ou d'enthousiasme. La plupart du temps, tout ce que tu auras, c'est de la fatigue, des doutes et la tentation de tout remettre à plus tard. C'est là que ton caractère est mesuré. La psychologie du comportement dit qu'une émotion dure en moyenne 90 secondes. Après cela, ce qui la maintient en vie est la pensée qui la nourrit. Tu sais ce qui coupe ce cycle? L'action. L'action tue le doute. L'action brise la paresse. L'action reconfigure ton état mental. Mais voici l'important. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose d'énorme. Tu n'as pas besoin de te sentir invincible. Tu as juste besoin de bouger. Un pas, un seul, et ensuite un autre, et un autre. Ce qui commence comme un petit geste peut se transformer en une avalanche d'élan. Mais tu ne le sauras pas tant que tu ne te mets pas en mouvement. Les émotions sont des informations, pas des ordres. Tu n'es pas obligé de leur obéir. Tu peux te sentir insécurisé et agir avec courage. Tu peux te sentir fatigué et continuer à avancer. Tu peux te sentir frustré et quand même faire ce qui est juste. C'est ça, l'autodiscipline. Agir à partir de l'engagement, pas de l'émotion du moment. Tu sais combien de fois une personne moyenne dit « je n'ai pas envie » ? Beaucoup. Et le problème n'est pas de le penser, le problème est de l'utiliser comme excuse pour ne pas avancer. Fais ce changement mental. Arrête de te demander comment tu te sens avant d'agir. Demande-toi ce qui doit être fait. Point. Il ne s'agit pas d'être un robot, il s'agit d'être quelqu'un de fiable, en commençant par toi-même. Tu veux entraîner ce muscle mental. Fais de petites choses tous les jours, même quand tu n'as pas envie. Lave la vaisselle, sors te promener, termine ce courriel, fais cette routine, respecte cet horaire. Chaque action, aussi minime soit-elle, renforce ton identité en tant que personne qui ne se laisse pas dominer par ce qu'elle ressent. Marc Aurèle l'a dit avec une clarté brutale, « Fais ce que la nature exige, sans distraction, sans retard, sans drame. » Autrement dit, fais ce que tu as à faire, fais le bien et continue. La discipline n'est pas l'absence d'émotion, c'est la décision consciente d'agir malgré elle. C'est quand tu cesses d'être une feuille emportée par le vent interne et que tu deviens quelqu'un qui dirige son propre cours, peu importe le climat. Et oui, il y a des jours où tu vas sentir que tu ne peux pas. Mais même ces jours-là, tu peux bouger un doigt. Tu peux prendre une petite décision, tu peux résister un peu plus. Et cela, multiplié par des semaines, des mois et des années, te transforme. Ne vis pas sous le joug d'émotions que tu n'as pas choisies. Vis selon des principes que tu as décidé de suivre. Parce qu'à la fin, le monde ne répond pas à ce que tu ressens. Il répond à ce que tu fais. 4. Éliminer les masques avec logique. Nous portons tous des masques. Certains d'entre nous les utilisent pour se protéger, d'autres pour plaire, et d'autres parce que nous sommes convaincus que nous sommes cela. Mais l'autodiscipline exige une chose par-dessus tout, l'honnêteté. Vous ne pouvez pas changer ce que vous n'êtes pas prêt à voir. Et tant que vous continuerez à agir à partir d'une version fausse de vous-même, tous vos efforts resteront en surface.
le masque le plus dangereux n'est pas celui que vous mettez devant les autres, mais celui que vous utilisez avec vous-même. Celui qui vous dit que vous êtes une victime des circonstances, que votre passé vous définit, que vous ne pouvez pas changer parce que c'est comme ça que vous êtes. Ces idées répétées deviennent des identités artificielles qui sabotent votre croissance de l'intérieur. Si vous vous définissez comme quelqu'un de paresseux, fragile, inconstant ou insécurisé, alors pourquoi feriez-vous quelque chose de différent demain? Le stoïcisme ne cherche pas à vous faire sentir spécial, il cherche à ce que vous vous voyiez clairement. Épictète enseignait qu'il ne s'agit pas de paraître vertueux, mais de le vivre. Il ne s'agit pas de paraître discipliné, mais de l'être, même si personne ne le remarque. Et pour y parvenir, vous devez éliminer les distorsions qui polluent votre perception de qui vous êtes. C'est ici que la logique entre en jeu, non pas pour vous justifier, mais pour vous interroger avec objectivité. Demandez-vous, cette idée que j'ai de moi a-t-elle une base réelle ou est-elle une excuse émotionnelle? Est-ce que j'agis à partir de ce que je suis ou de ce que je crains de perdre? Est-ce que je cherche à m'améliorer ou est-ce que je veux juste maintenir une image? La psychologie du comportement confirme que nos décisions sont fortement influencées par le désir de rester cohérent avec l'identité que nous pensons avoir. Si vous pensez que vous êtes une personne faible, vous agirez en conséquence. Mais si vous changez cette idée à la racine, vous pouvez modifier radicalement votre comportement. Et pour ce faire, vous devez remettre en question, avec logique, chaque étiquette que vous vous êtes imposée. Un exercice extrêmement utile consiste à écrire toutes les phrases limitatives que vous avez l'habitude de vous répéter. « Je ne suis pas fait pour ça. J'abandonne toujours. Je manque de volonté. Je suis trop émotif. Je n'arrive jamais à tenir une habitude. » Une fois écrites, analysez chacune d'elles comme si elles étaient des affirmations d'une autre personne. Soyez froid, logique, direct. Est-ce vrai? Avez-vous des preuves solides? Pourriez-vous le prouver avec des faits ou seulement avec des émotions passées? Lorsque vous laissez la logique entrer, les masques commencent à tomber. Parce que la plupart de nos excuses s'effondrent lorsqu'elles sont confrontées à des données. Et lorsque vous ne pouvez plus vous cacher derrière une image, quelque chose de plus précieux apparaît, la responsabilité. Enlever les masques n'est pas un acte d'humiliation, c'est un acte de liberté. Cela vous permet de vous reconstruire à partir de la vérité. Et la vérité, bien qu'elle soit inconfortable, est toujours un meilleur point de départ qu'un mensonge réconfortant. L'autodiscipline ne s'épanouit pas dans l'auto-tromperie. Elle a besoin d'un terrain solide, d'une identité claire et d'un but qui ne dépend pas de l'approbation de quiconque. Chaque fois que vous agissez pour soutenir un masque, que ce soit de fausse force, d'humilité forcée, de victime éternelle ou de rebelle sans cause, vous gaspillez de l'énergie que vous pourriez utiliser pour réellement grandir. Sénèque l'a résumé ainsi: préfère être meilleur plutôt que de paraître meilleur. Arrêtez de passer du temps à construire de fausses versions de vous-même pour vous intégrer, plaire ou éviter les jugements. Investissez ce temps pour être quelqu'un qui se respecte assez pour vivre à partir de la vérité, même si cela fait mal. Et oui, enlever le masque peut faire peur, parce que cela signifie vous voir tel que vous êtes, sans fioriture, sans justification, sans pause. Mais c'est aussi le début de tout changement réel, parce que ce n'est qu'à partir de là que vous pouvez construire une autodiscipline qui ne dépend pas des masques, mais de la conviction. 5. Trouve ta stratégie. N'imite pas celle des autres. L'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens échouent à maintenir l'autodiscipline est qu'ils essaient de copier la stratégie de quelqu'un d'autre. Ils regardent une vidéo, lisent un livre, suivent quelqu'un sur les réseaux sociaux et essaient d'appliquer exactement la même chose, en espérant que cela fonctionnera de la même manière pour eux. Mais il y a un problème. Ils ne sont pas cette personne. Ils n'ont pas son contexte, son histoire, sa façon de penser, ni ses motivations. Et si tu ignores cela, tu finis par te frustrer, en ayant l'impression que tu es brisé, alors qu'en réalité, c'est le plan que tu as essayé de copier qui est brisé. La discipline n'est pas une formule magique qui s'applique de la même manière à tout le monde.
c'est une construction personnelle. C'est un système qui s'adapte à tes forces, à tes faiblesses, à tes rythmes, à tes priorités. Le stoïcisme le comprenait bien. Il ne parlait pas de règles universelles pour tous les jours, mais de principes que chacun devait appliquer en fonction de sa raison, de sa capacité de réflexion et de son contexte. Marc Aurèle ne vivait pas comme Épictète, et Sénèque n'appliquait pas les idées comme le faisait Musonius Rufus. Mais tous étaient guidés par les mêmes fondements: clarté, objectif, maîtrise de soi. Du point de vue de la psychologie du comportement, cela a du sens. Les personnes qui parviennent à maintenir des habitudes cohérentes sont celles qui adaptent le processus à leur style de vie, et non celles qui essaient de se forcer à entrer dans des moules étrangers. C'est pourquoi il est crucial de te connaître, savoir à quel moment de la journée tu es le plus productif, quels environnements te distraient, quelles émotions te déstabilisent, quel type de structure tu as besoin. Connaissance de soi, pas de comparaison. Stratégie personnelle, pas d'imitation massive. Il est facile de tomber dans le piège de croire que si tu copies exactement ce que quelqu'un d'autre a fait, tu obtiendras le même résultat. Mais ce que tu vois n'est que la pointe de l'iceberg. Tu ne vois pas les échecs précédents, les ajustements qu'ils ont faits, les fois où ils ont changé de plan, les erreurs qui les ont obligés à s'adapter. Te contenter de l'extérieur et essayer de le reproduire sans regarder à l'intérieur est comme utiliser la carte d'une autre personne pour un terrain complètement différent. Tu n'arriveras nulle part. Trouve ta propre stratégie et pour cela, tu as besoin d'essayer, d'échouer, d'ajuster, d'observer. Ce n'est pas glamour, ce n'est pas rapide, mais c'est réel. Fais-le simple. Si une routine en 5 étapes ne fonctionne pas pour toi, réduis-la à 2. Si se lever tôt te détruit plutôt que de t'aider, trouve ton point d'équilibre. Si une méthode te provoque plus d'anxiété que de résultats, change. Ton objectif n'est pas d'être parfait, c'est d'être constant. Et la constance naît d'un système que tu peux soutenir, pas d'un système qui t'écrase. Cela a aussi à voir avec l'ego. Parfois, nous suivons les méthodes des autres non pas parce qu'elles nous sont utiles, mais parce que nous voulons prouver que nous pouvons. Nous voulons être comme eux, vivre comme eux, nous démarquer comme eux. Mais si ta discipline est construite à partir de la comparaison, elle va s'effondrer, parce qu'elle n'est pas basée sur toi, elle est basée sur une image externe. Et tout ce qui ne vient pas de l'intérieur se brise lorsque les choses deviennent difficiles. Sois honnête avec toi-même. Appliques-tu ce qui te convient ou ce que tu penses devoir faire parce que quelqu'un d'autre le fait ? Ton système s'adapte-t-il à toi ou essaies-tu de t'insérer de force dans un système qui ne t'appartient pas? Si la réponse te dérange, c'est un bon signe. Elle te montre par où commencer à construire vraiment. L'autodiscipline n'est pas un déguisement que tu empruntes. C'est une armure faite sur mesure. Et si tu prends le temps de la concevoir à partir de la vérité, avec patience, avec intention, alors tu ne te contenteras pas de la soutenir. Tu la feras partie de toi. 6. Revendique ton pouvoir avec une seule phrase. La plupart des gens ne se rendent pas compte à quel point il est facile de céder leur pouvoir. Ils le font tous les jours, avec des phrases qui semblent innocentes, mais qui érodent leur volonté petit à petit. Je ne peux pas, c'est trop difficile, c'est comme ça que je suis, j'ai déjà essayé auparavant, je n'ai pas le temps. Chacune de ces phrases est une reddition déguisée en justification. Ce sont des excuses qui, répétées assez souvent, deviennent des chaînes mentales. Elles te convainquent que tu es coincé, alors qu'en réalité, tu es juste mal entraîné. Le stoïcisme enseigne que la liberté commence dans l'esprit. Pas dans ce qui t'entoure, pas dans ce que tu as ou ce qui te manque, mais dans ce que tu décides de penser et de te dire à toi-même. Épictète, qui est né esclave, l'a mieux compris que quiconque. Il n'a pas choisi ses circonstances, mais il a choisi comment les affronter. Son enseignement est clair. Tu ne peux pas contrôler tout ce qui se passe, mais tu peux contrôler comment tu réagis. Et cette réponse commence par une seule décision, une phrase intérieure, une déclaration de pouvoir. Quand tu décides de remplacer les phrases qui t'affaiblissent par une qui te rappelle qui tu es et où tu vas, quelque chose s'active. Ce n'est pas de la magie, c'est de la neuroscience.
Le langage façonne la façon dont tu penses, et la façon dont tu penses détermine comment tu agis. Si tu te répètes que tu ne peux pas, ton cerveau va chercher des preuves pour confirmer cette idée. Mais si tu te répètes avec conviction une phrase qui affirme ton pouvoir, ton esprit commence à chercher des chemins au lieu d'excuses. Cette phrase peut être simple, mais elle doit être personnelle. Elle doit te secouer, t'allumer, te rappeler que tu n'es pas venu dans cette vie pour vivre en capitulant. Ça peut être quelque chose comme « je décide qui je suis, je ne me fais pas défaut, aujourd'hui, c'est moi qui commande, ça ne me vint pas, je me respecte par mes actions ». Peu importe celle que tu choisis, ce qui compte, c'est que tu la dises avec intention et que tu en fasses une ancre. Une phrase à laquelle tu peux revenir chaque fois que la peur, le doute ou la paresse veulent prendre le volant. Du point de vue de la psychologie comportementale, cela se rapporte à la technique de l'autorégulation verbale. Te parler de manière directe et habilitante dans des moments critiques peut réduire l'impulsivité, renforcer la motivation et augmenter ta tolérance à l'inconfort. Tu ne réagis pas seulement. Tu diriges, tu revendiques ta place dans la conversation interne. Il ne s'agit pas de crier des affirmations vides devant le miroir. Il s'agit de choisir une phrase qui a du poids, qui te connecte, que tu peux utiliser comme une épée mentale lorsque tu es sur le point de capituler. Cette phrase ne va pas faire le travail à ta place, mais elle va te rappeler pourquoi tu as commencé et pourquoi tu ne vas pas t'arrêter maintenant. Marc Aurèle écrivait dans son journal pour se rappeler ce qu'il devait faire, ce qu'il valorisait, ce qu'il n'allait pas permettre. C'était sa méthode. Il n'était pas un empereur qui commandait seulement avec des soldats. Il se commandait aussi lui-même avec des mots, parce qu'il comprenait que le véritable pouvoir n'est pas dans ce que tu peux imposer à l'extérieur, mais dans ce que tu peux soutenir à l'intérieur. Alors choisis ta phrase, écris-la, répète-la, utilise-la chaque fois que tu en as besoin, faisant partie de ton langage interne. Et quand tu l'entends dans ton esprit, ne la dis pas avec doute, dis-le avec fermeté, parce que cette phrase est ton rappel que tu n'es pas une victime. Tu es l'architecte de ta vie, et la première pierre est posée avec un seul mot bien dit. 7. Marche avec peur, mais ne t'arrête pas. La peur n'est pas le problème. Attendre qu'elle disparaisse pour agir, oui, c'est un problème. Parce que si tu attends de ne plus avoir peur pour commencer, alors tu ne commenceras jamais. Et si tu laisses la peur dicter ton rythme, tu vas vivre coincé dans un cycle où tes décisions seront toujours des réactions, pas des choix. La vraie discipline n'est pas l'absence de peur, c'est la capacité d'avancer malgré elle. Ce qui paralyse n'est pas de ressentir la peur, c'est de se rendre à elle. C'est quand tu la prends comme un signe que tu devrais t'arrêter, au lieu de la voir comme un signe que tu es exactement à l'endroit où la croissance se produit. Le stoïcisme n'a jamais cherché à éliminer la peur. Ce qu'il enseigne, c'est à ne pas lui céder le contrôle. Marc Aurèle l'a écrit ainsi. « Si tu rencontres une difficulté, rappelle-toi que ce n'est pas quelque chose qui entrave ta progression, c'est une partie du chemin. Cette idée change tout, parce qu'elle te force à arrêter de voir la peur comme un ennemi et à commencer à la voir comme une compagnie inévitable du processus. La psychologie le confirme. La peur active des mécanismes de protection dans le cerveau, mais cela ne signifie pas que tu dois leur obéir sans questionner. Ton esprit t'alerte d'un risque, oui, mais souvent ce risque est imaginaire. Ce que tu crains n'est pas l'échec, c'est que les autres te voient échouer. Ce n'est pas la douleur que tu crains, c'est l'inconfort de sortir de ce que tu connais. Et si tu ne l'affrontes pas, la peur s'installe comme un schéma. Elle ne disparaît pas, elle se renforce. Marcher avec la peur signifie ne pas attendre des conditions parfaites. Cela signifie comprendre que la plupart des décisions importantes de ta vie seront accompagnées de doutes, d'anxiété ou d'inconfort. Mais si ta discipline dépend d'être complètement sûr pour bouger, alors tu utilises la peur comme une excuse pour rester où tu es. Et là, il ne se passe rien. Là, tu vieillis simplement dans la même version de toi que tu as juré de laisser derrière toi. Il y a un principe fondamental dans le développement de l'autodiscipline.
Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est l'action au milieu de la peur. Chaque pas que tu fais avec peur, même s'il est maladroit, même s'il est petit, vaut plus que 1000 plans parfaits que tu n'as jamais exécutés. Parce que ce pas te forme. Ce pas te prouve que tu peux avancer sans être à 100%. Que tu peux faire ce que tu as dit, même quand une partie de toi crie que non. Beaucoup attendent de se sentir prêt. Mais la vérité est que tu ne te sentiras pas prêt pour ce qui en vaut la peine. Le corps tremble, l'esprit doute, le cœur s'accélère, et pourtant tu avances. Parce que ta mission est plus forte que ta peur. Parce que ta parole pèse plus que tes excuses. Parce que tu comprends que la peur n'est pas un mur, c'est un brouillard. Et si tu marches, tu le traverses. Le stoïcisme ne te demande pas d'ignorer ce que tu ressens, il te demande d'agir à partir de ce que tu choisis. Et si tu choisis d'avancer, même si tu as peur, alors tu forges une discipline qui ne dépend pas de ton climat intérieur, mais de ton engagement envers ta vision. Personne ne construit quelque chose de grand à partir du confort. Personne ne se transforme en quelqu'un de fort sans passer par des moments de doute. Mais ceux qui réussissent à changer leur vie ne sont pas ceux qui attendent de se sentir en sécurité, ce sont ceux qui acceptent la peur comme une partie du voyage et marchent avec elle à leur côté, sans la laisser les diriger. Marche avec la peur, lentement si nécessaire, mais ne t'arrête pas, parce que chaque pas que tu fais, alors que ta voix tremble, alors que tes pensées s'accélèrent, alors que tes jambes hésitent, est un acte de courage qui renforce ton caractère. Et quand tu regarderas en arrière, tu ne te souviendras pas de ce que tu as évité, mais de ce que tu as affronté de front. 8. Sois ton propre témoin. Il y a un moment dans la vie où tu te rends compte que personne ne va te sauver. Personne n'apparaîtra magiquement pour te pousser, te demander ou te relever quand tu échoueras. Et ce n'est pas parce que les autres ne se soucient pas de toi, mais parce que ce n'est pas leur rôle. Le seul qui sera présent à chaque décision, à chaque chute, à chaque tentative, c'est toi. C'est pourquoi tu dois devenir ton propre témoin. Être ton propre témoin signifie observer ce que tu fais avec des yeux honnêtes. Pas à partir de la culpabilité ou de l'auto-exigence toxique, mais à partir de la responsabilité. Parce que si tu ne regardes pas vraiment comment tu vis, ce que tu fais, comment tu penses, alors tu agis en pilote automatique. Et personne ne peut développer de discipline s'il ne prête même pas attention. Les stoïciens pratiquaient constamment cette vigilance interne. Sénèque disait qu'il s'asseyait chaque soir pour examiner sa journée. Non pas pour se flageller, mais pour comprendre, pour ajuster, pour grandir. Ils n'attendaient pas que quelqu'un d'autre les évalue, ils s'évaluaient eux-mêmes, parce qu'ils savaient que tu ne peux pas contrôler ce que tu n'observes pas, et tu ne peux pas changer ce que tu refuses de voir. La psychologie soutient cette pratique. Tenir un journal personnel, réfléchir à ce que tu fais et comment tu réagis, renforce l'autorégulation et crée une véritable conscience de tes habitudes. Cela t'aide à distinguer entre ce que tu dis que tu feras et ce que tu fais réellement. Et cette distance, quand tu la vois clairement, peut faire mal. Mais elle peut aussi être le moteur du changement. Être ton propre témoin, c'est arrêter de te mentir. C'est accepter quand tu échoues, non pas pour te punir, mais pour faire quelque chose à ce sujet. C'est te rendre compte quand tu agis par peur, paresse ou évasion et décider que tu ne vas plus le permettre. Personne ne peut faire ce travail à ta place. Tu peux avoir des mentors, des livres, des guides, mais à la fin de la journée, celui qui exécute, celui qui soutient, celui qui accomplit, c'est toi. Et c'est ici que se distingue quelqu'un de discipliné de quelqu'un qui essaie seulement. La personne disciplinée n'a pas besoin de caméra, n'a pas besoin de surveillance, n'a pas besoin de pression externe. Parce qu'elle a déjà développé quelque chose de plus fort, la volonté de ne pas se décevoir elle-même. Elle a fait un pacte interne, et rompre ce pacte lui fait plus mal que toute critique externe. Quand tu es ton propre témoin, ton standard change. Tu ne fais plus les choses seulement pour des résultats visibles, tu les fais parce que c'est la bonne chose à faire. Parce que ta parole compte, parce que ce que tu construis quand personne ne te regarde vaut plus que ce que tu sembles être devant les autres.
Et cette cohérence interne devient ton ancre. C'est ce qui te soutient quand tout le reste vacille. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as besoin d'être honnête, t'observer clairement, reconnaître tes schémas, te féliciter pour tes progrès, te corriger sans te détruire, te soutenir sans te justifier. C'est la pratique, c'est l'habitude invisible qui sépare ceux qui progressent de ceux qui stagnent. Marc Aurèle l'a résumé dans son journal. L'âme se fortifie lorsqu'elle s'observe avec droiture. N'attends pas l'approbation, n'attends pas la validation. Sois témoin de ton propre processus. Regarde-toi tous les jours dans les yeux et demande-toi si aujourd'hui tu as été qui tu as dit vouloir être. Et si tu ne l'as pas été, ne te cache pas. Ajuste, améliore, réessaye, parce qu'à la fin, quand personne d'autre ne sera là, quand les voix extérieures se tairont, tout ce qui restera, c'est ta conscience, ton témoignage, ton histoire racontée par tes actions. Et si tu as le courage de regarder en face, alors tu as déjà le plus important, le pouvoir de changer. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.